Ça, vous pouvez vous asseoir parce que je crois qu'il y aura des questions. Oui, ça marche. Y a-t-il des questions? Je remercie d'abord chaleureusement le professeur Miaille pour cette introduction, je crois, très stimulante et qui regarde vers demain, malgré toutes nos inquiétudes d'aujourd'hui. Voilà, donc si vous avez des questions, allez-y. Vous savez que ce colloque est un lieu d'expression la plus libre possible. Donc, oui. Merci. Je ne vais pas véritablement me poser une question à mon ami Michel Miaille, que je voudrais d'ailleurs féliciter, que j'aurai l'outrecuidance de féliciter pour la qualité de sa leçon. C'était vraiment une leçon. Je voudrais revenir sur un tout petit point de ton exposé sur le citoyen, dernier rempart de la cité, et qui, pour ce faire, porte les armes. Effectivement, c'est quelque chose que je retiens pour mes propres leçons. Le citoyen, en effet, et ça nous renvoie à Thucydide, c'est effectivement celui qui laisse la charrue, revêt sa cuirasse et prend son glaive et va défendre la cité. Et c'est le terme « porte les armes » qui m'intéresse ici, que j'opposerai à « prendre les armes ». Aux armes, citoyens, ça signifie « vous êtes autorisés » et vous êtes requis de porter les armes. Alors, je ne prends pas le mot « prendre » pour le coup, parce que sinon ce serait gênant. Donc, vous êtes requis de porter les armes et de vous porter volontaire pour porter les armes de la cité, de la nation. À cela, donc, il faut opposer prendre les armes. Parce que prendre les armes, c'est illégal. C'est se faire justice soi-même, c'est agresser le pouvoir en place. Même si, et c'est là que ça devient très curieux, même si le cérémonial militaire met en avant la prise d'armes. En fait, je pense qu'il y a cette prise d'armes parce que nous sommes justement dans une société où on ne porte plus les armes, parce qu'on n'a plus ce privilège de porter les armes en permanence. Le citoyen n'a pas le droit de porter les armes en permanence, il ne les porte que si la cité, la nation, le lui demande pour défendre ses libertés. Voilà. Juste. C'était bon. Ça marche? Ça marche? Bon. Oui. Je comprends ce que tu veux dire. Alors, c'est comment je dirais, un dialogue entre collègues de la faculté. Je comprends ce que tu veux dire. Je voudrais rajouter un petit point. Aux armes citoyens, c'est le cri qui est poussé le 13 juillet et puis le 14 juillet au matin dans la cour du Palais Royal, qui était le siège du duc d'Orléans. Et aux armes citoyens, c'est-à-dire allons chercher les armes pour nous défendre, allons les prendre. Et c'est le premier mouvement insurrectionnel, certes, mais qui a fait date dans notre imaginaire, qui est la prise de la Bastille. Alors, pour prendre la Bastille, il fallait d'abord aller prendre des armes. Alors, ils étaient d'abord allés aux Invalides, puis là, il n'y avait pas grand-chose. Et on a dit, mais dans la Bastille, alors là, c'est plein d'armes, et puis il y a des tonneaux de poudre, et puis c'est pas bien défendu, c'était des vétérans un peu éclopés. Il y avait de quoi faire le siège, et l'histoire a montré qu'en effet, la Bastille était assez vite tombée. En tout cas, que son chef, M. Delaunay, avait rendu les armes. Alors, le terme « aux armes citoyens », prenez les armes, me paraît très significatif de cette manière de s'emparer de quelque chose qui jusque-là était interdit pour défendre la liberté. Mais je vais être, par ces temps qui courent, dramatiques, un peu provocateur. Bien sûr que le commerce des armes est quelque chose de très dangereux, que parmi nous, il y a des gens qui sont autorisés à porter les armes, notamment les membres de la police ou de la sécurité, mais ils ont un permis de port d'armes, ou certains peuvent le demander à la préfecture pour se défendre dans certains cas. Donc il y a quand même une législation et une réglementation du port d'armes. Mais moi, je ne dis pas que je rêve de cette situation, mais je voudrais qu'on y réfléchisse. C'est la situation des Suisses, où chaque Suisse a chez lui ses armes, données par la République. Il a chez lui ses armes, ce qui veut dire que la société suisse ne craint pas une prise de pouvoir forcée ou par les armes.
et que, comme tous les ans ou tous les 2 ans, on fait une période militaire, eh bien, on sort son uniforme qu'on a chez soi, ses armes, et on participe à cette période de remise à niveau en tant que citoyen. Je trouve que c'est presque sur un mode médiéval, cette idée que les défenseurs de la cité, ils ont à leur disposition pas simplement le vote, la possibilité d'influencer les décisions publiques, mais même la possibilité de se mobiliser par les armes puisqu'ils les ont chez eux. Ça veut dire une très grande culture, une très grande éducation à cet égard qui fait qu'on ne craint pas une attaque, j'allais dire. Vous imaginez, le Parlement à Berne a été envahi par des gens en armes qui ont, comme dans le coup d'État raté en Espagne, tenté de reprendre le pouvoir. Alors, je ne fais pas de cela un projet pour la République française, mais je veux dire qu'il faudrait s'appuyer sur cette idée que les armes en soi ne sont pas dangereuses si elles sont maniées par des citoyens. Vaste programme. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur le professeur, je voudrais d'abord exprimer mon admiration pour la qualité et la construction de votre exposé. Mais je voudrais revenir sur un petit point que je ne suis pas sûr d'avoir compris pour vous demander de m'aider à sortir du désarroi que j'en éprouve. Vous avez dit que l'école publique avait été copiée sur l'école des jésuites et le résultat ne nous a pas paru très satisfaisant. Vous auriez pu citer ce phénomène récent très grave que nous vivons depuis 1 à 2 décennies, c'est-à-dire le nombre d'enfants de plus en plus élevé qui décrochent de l'école pour essayer de suivre une scolarité chez eux. Et ça ne touche pas seulement les enfants des populations immigrées, ça touche également des enfants des populations que je qualifierais de la France profonde. Et vous avez proposé une voie que je n'ai pas totalement comprise, c'est-à-dire développer le sens critique et la discussion. Mais, monsieur le professeur, il me semble que c'est déjà pas si mal construit comme ça. Le message adressé aux enfants de l'école primaire n'est pas celui adressé au secondaire, ni au collège, ni à l'université. Nous avons dans le cycle secondaire des humanités, des cours de philosophie, de littérature qui incitent à la réflexion et à la construction. Et puis au-dessous, il y a des cours d'instruction civique, vieux serpents de mer, qu'on souhaite développer pour parvenir à cette fin. Alors, je n'ai pas totalement compris ce que vous proposiez de nouveau. Et il me serait agréable, si vous vouliez bien le faire, de me l'expliquer plus en détail. Merci. Mon général, non, je crois? Non, j'en suis pas là, je suis civil. Civil, bon. Vous savez, un civil cache quelquefois un militaire. D'abord, ce n'est pas moi qui ai dit qu'on avait recopié les institutions des jésuites, c'est Émile Durkheim, qui, au début de la Troisième République, est un des fondateurs de l'idéologie républicaine à l'école et qui, réfléchissant sur ce que pourrait être l'école républicaine, dit « Mais je me rends compte que j'ai été éduqué comme on éduquait les enfants de la bourgeoisie et de la noblesse au XVIIIe siècle chez les jésuites. » Or, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie, et l'éducation des jésuites est souvent extrêmement raffinée, mais cela signifie qu'on s'adressait à une population privilégiée, la haute bourgeoisie et la noblesse. Ce n'étaient pas les enfants des campagnes qui allaient chez les jésuites. Et que la pédagogie des jésuites était fondée sur un diptyque qui est apparemment naturel, mais qui est très culturel, et qui reposait sur ce que Descartes appelait les 2 passions pour diriger les hommes. Vous savez qu'à la fin de sa vie, Descartes, qui avait toujours séparé l'esprit du corps, s'est dit « Mais comment il se fait que je peux commander par mon esprit un mouvement du bras ?» Ah ben oui, alors il y a un lien peut-être. Et donc il essaie de voir quelles sont les passions de l'âme, puisque c'est le terme qu'il utilise, que l'on pourrait utiliser dans la conduite des hommes, et notamment à l'école. Et il en trouve 2, qu'il appelle, dans ce style inimitable du XVIIe, la gloire et la honte. La gloire, c'est mettre en valeur quelqu'un qui a réussi et l'entourer des félicitations et de l'admiration. La honte, c'est porter le discrédit sur quelqu'un qui n'a pas fait le travail correctement. Et si vous y réfléchissez, l'école républicaine, elle fonctionnait avec les bons points d'un côté et le bon élan de l'autre côté. Or, cette pédagogie de la noblesse ne fonctionne plus chez nos jeunes participants de l'école. La meilleure preuve, c'est que d'abord les bons points ont un peu disparu, les classements sont quelquefois récusés,
Mais c'est surtout la honte qui ne fonctionne plus. Moi, quand j'étais en 6e, et si je faisais mal le devoir de latin, qu'est-ce que me disait le professeur de latin? Mais enfin, Miaille, vous n'avez pas honte avec ce devoir? Et j'avais honte. Maintenant, vous dites, mais enfin, vous n'avez pas honte avec ça? Non. Et là, vous êtes désarmé. Parce que si la gloire et la honte ne sont plus les moteurs d'une éducation, ben, il faut trouver autre chose. Et il me semble que cette conception qui était très intelligente, hein, très organisée, mais qui ne correspond plus à notre époque, devrait être substituée par une autre manière de voir les choses, qui est de rendre collaborateurs, collaborare, travailler ensemble, les élèves et le maître. Alors je ne dis pas que ce n'est pas fait, mais rien dans les structures de l'éducation, que je crois connaître, je suis d'une famille d'enseignants, n'aide à cette vie pratique, disons. Alors, je ne suis pas pour les élèves qui décident du programme et tout ça, c'est pas ça. Mais il y a des lieux et il y a des moments où, en effet, le fait de rendre responsables les élèves de leur propre apprentissage serait infiniment meilleur que l'idée qu'on essaie de leur imposer, ou en tout cas de les faire passer à travers une formation qu'ils ne comprennent pas et qui fait que nous rejetons au fur et à mesure. Alors, autrefois, c'était l'entrée en 6e, puis en 3e, puis au bac. Et pour finir, même si 80% d'une classe d'âge doit avoir le bac, malheureusement, c'est les universités qui prennent le relais. J'ai été suffisamment longtemps enseignant dans toutes les années à la faculté de droit pour savoir qu'en première année, quand même, 70% collent. Ils refont une première année, 70% collent. Dans le Happy Few qui arrive à sortir, c'est à peu près 30%. Et qu'est-ce que font les autres? Ben, on les retrouve caissières chez Mammouth, si j'ose dire. Et donc c'est dramatique, parce que ça veut dire que notre système est tellement rigide d'une certaine manière, et je veux dire, j'appartiens à ce système, hein, qu'il évite mal, en effet, de reléguer des populations qui, pour des tas de raisons, vous avez raison, c'est pas que les fils d'immigrés, c'est aussi les populations un peu abandonnées, bien françaises, hein, d'origine en tout cas, qui se retrouvent dans le même sac des rejetés de ce système. Et je pense que l'objectif de ce XXIe siècle, ce n'est pas de répéter en l'améliorant un système qui, au fond, est né au XIXe, hein, au début ou à la fin, suivant le cas, hein, mais peut-être d'inventer une autre éducation nationale. Mon père, qui était professeur, avait fait sa 6e à Montpellier avant la guerre de 14. Et moi, j'avais l'impression de parler un livre d'histoire. Il me dit, ben oui, j'étais interne, donc on était habillés en bleu marine avec des boutons dorés, une casquette. Et puis le matin, on était réveillés par le tambour. Et c'était l'école napoléonienne. L'école napoléonienne, même après la guerre de 14. Et donc, on voit bien que ça, c'est plus possible aujourd'hui. Alors que je suis sûr que ça devait être considéré comme le minimum grâce auquel des nouvelles générations sont formées. Donc il y a un énorme travail qui est entrepris, hein, je ne crache pas dans la soupe, qui est entrepris dans l'éducation nationale, mais on a un fort courant à remonter. Et il me semble que ce n'est pas de trop d'essayer, point par point, d'imaginer que des modifications de la pédagogie, du rapport entre les maîtres et les élèves, du caractère plus collectif de l'apprentissage, de la sortie. Moi, je fais beaucoup de sorties avec des classes de primaire ou de secondaire. C'est pas dans les gènes habituels du professeur, hein, qui est pas habitué, ce que je comprends. Et de dire, ben, on va traverser la ville de Montpellier, repérer un certain nombre de lieux et d'endroits, on va comprendre, on va interroger des gens. Ça, c'est peut-être une autre manière d'inclure, si vous voulez, des petits gosses qui, a priori, n'ont pas, comment je dirais, ni démérité, ni violemment rejeté l'école, mais qui risquent de le faire au fur et à mesure d'échecs possibles. Donc voilà, moi, je prêche pour une école qui soit, parce que c'est l'école de la République, ouverte, discutante, et pas affaiblie ou claquemurée derrière des règlements. Et je pense que c'est déjà un peu en œuvre, mais il faut accélérer le mouvement, parce que sinon, c'est l'inverse qui va nous rattraper, c'est-à-dire un dépérissement de l'école publique, un engraissement de l'école privée, où là, alors là, on vous donnera les diplômes que vous voulez, et ça, je trouve que dans la République, c'est pas très bon.
Merci, professeur, de cet éclairage. Et je vous remercie particulièrement de donner du sens par là aux réformes que nous essayons de mettre en œuvre actuellement, puisque nous sommes en train de mettre en place une importante réforme au collège qui va tout à fait dans le sens de ce que vous venez de décrire. Et il est vrai que nous nous heurtons à des questions de structure et de culture professionnelle. Voilà. Et c'est effectivement très, très compliqué. Et je pense que les professeurs qui sont ici, en vous écoutant, auront peut-être plus à cœur d'essayer de dépasser ces obstacles qui sont vraiment réels. Et moi, je voudrais vous poser une question, parce que dans le cadre de cette réforme, plus spécifiquement, parce que étant essentiellement inspecteurs d'histoire-géographie, nous, les professeurs d'histoire-géographie, sont porteurs de ce nouvel enseignement moral et civique qui est mis en œuvre et qui prône justement ce débat argumenté, enfin cette ouverture aux élèves. Et je vous avoue que là, nous formons les professeurs sur cet enseignement et avec eux, nous partageons des interrogations pédagogiques. Et peut-être que vous pouvez nous aider à nous éclairer un petit peu. Voilà, le ministère nous propose, outre le débat argumenté et un certain nombre de situations pédagogiques, de soumettre aux élèves des dilemmes moraux. Voilà. Et il se trouve que dans les discussions que nous avions avec les professeurs de l'académie, il semble à la fois difficile pour chacun de cerner ce qu'est un dilemme moral et difficile de savoir quel type de dilemme moraux nous pouvons proposer à des élèves en fonction de leur âge. Et pour terminer, je vais vous dire, nous avons des ressources qui sont mises en ligne par le ministère qui nous interpellent et avec lesquelles nous ne savons pas quoi en faire. Voilà. Je vous donne juste un exemple. Sur le site EduScol du ministère, on nous propose un dilemme moral où il s'agit de la femme de Heinz qui est gravement malade. Et après consultation des médecins, on explique à ce pauvre Heinz que sa femme ne survivra que si elle a un médicament qui coûte très très cher, pour lequel il n'a accès à aucun remboursement, il ne peut pas le financer. Et donc, il essaye la générosité publique, mais ça ne fonctionne pas. Et donc, il se retrouve donc avec un choix. Soit il laisse mourir sa femme, soit il commet un délit puisqu'il vole le médicament. Voilà. Et donc, c'est un exemple qui est proposé par le ministère et qui nous a posé de gros problèmes dans la présentation à nos professeurs, puisque la loi ne le condamne pas s'il laisse mourir sa femme de sa belle mort, alors qu'elle le condamne dans l'autre cas. Alors, pourriez-vous nous apporter vos lumières sur cette question ? C'est drôle parce que ce que vous citez là comme exemple, c'est ce que dans les facultés de droit on cite à travers le bon juge Magniot, qui est un juge qui exerçait à Château-Thierry au milieu du 19e siècle et qui a laissé une terrible impression dans l'appareil de la justice parce qu'il rendait des jugements absolument invraisemblables. On lui avait présenté une femme qui avait volé un pain. Et il prend une décision en disant que ce vol était commis sous l'empire de la nécessité, de ce qu'on appelle en droit l'état de nécessité, et que donc elle n'était pas pénalement responsable, puisqu'elle avait réussi, grâce à ce vol de pain, à faire vivre ses enfants, et que donc l'état de nécessité couvrait le vol. Vous imaginez comment les juristes de l'époque, et si j'ose dire encore aujourd'hui, se sont révoltés. Mais si on accepte ça, c'est n'importe quoi. Bon, c'est pas possible. Il faut quand même les gens comprennent qu'il y a des règles. Et ça me rappelle un dossier, un dessin de Daumier qui représente le bon juge, très bourgeois, très gras, à son bureau. Et puis devant lui, un pauvre bonhomme. Et le juge lui dit, mais enfin, vous vous rendez compte, vous avez volé du pain. Mais enfin, mais pourquoi vous volez du pain ? Et le pauvre homme lui dit, ben monsieur, moi j'avais faim. Et le juge, très content de lui dit, mais moi aussi, j'ai faim tous les jours, mais je ne vole pas de pain. Et donc il ne peut pas comprendre que les situations sociales sont différentes. Alors, je vais répondre à votre question par non pas le détour, mais le point de départ qui, pour moi, me paraît utile. Ce point de départ, c'est un proverbe que tout le monde connaît, africain, il faut un village pour éduquer un enfant. Autrement dit, contrairement à nos habitudes, et
culturelle, d'une certaine manière. C'est pour ça qu'il faut inventer une civilisation de la liberté. L'éducation, elle est, les textes internationaux le redisent, comme la Convention internationale du droit des enfants, l'éducation, elle est de manière privilégiée accordée aux parents. Et on considère que ce qui est autour des parents n'a pas à intervenir dans l'éducation des enfants. Or, je trouve que, en tout cas, dans ce proverbe africain, il y a un vrai mystère et en même temps peut-être une solution. C'est que les parents ne doivent pas être seuls à éduquer l'enfant. Et j'ajoute, l'école non plus. Alors, pour parler de l'école et de choses que je connais, je suis en même temps donc président pour l'Hérault et ce qui reste de la région Languedoc-Roussillon avant la divine fusion d'ici juin. Je suis président de la Ligue de l'enseignement qu'on connaît sous le nom plus trivial, la Fédération des œuvres laïques. Et je pense, comme représentant d'un mouvement d'éducation populaire, que l'école de la République n'a pas suffisamment utilisé les services que peuvent rendre les mouvements d'éducation populaire. C'était vrai sur la Troisième République. Tout le monde connaissait les œuvres laïques et les instituteurs en rang serré allaient dans les séjours de ski, dans les épreuves sportives, dans les épreuves, je dirais, plus culturelles qu'on pouvait proposer. C'est plus le cas. La génération des instituteurs, ou ce qu'on appelle les professeurs d'école aujourd'hui, ignorent même le terme Ligue de l'enseignement. Quand je suis le président de la Ligue, alors on cherche à savoir si c'est la Ligue du cancer, la Ligue communiste, non, quand même pas, la Ligue... Bon. Et donc, spontanément, ne leur vient pas cela à l'esprit. Et je pense qu'il y a des choses que les mouvements d'éducation populaire peuvent faire qui entoure l'école et que ne fera pas dans l'immédiat l'école. Et qu'au lieu de penser l'école comme une forteresse qui ne se préoccupe pas de ce qui est hors les murs, il faut, ce qui est commencé par les nouveaux rythmes scolaires, s'appuyer sur des mouvements qui quand même ont de l'expérience. Nous fêtons cette année, nous, les 80 ans de la Ligue de l'Hérault et les 150 ans de la Ligue au plan national. Qui dit mieux? Qui s'occupait sous Napoléon III des petits-enfants qui ne savaient pas lire et écrire? Et donc, il me semble qu'il y aurait des ponts, des conventions à signer, des projets communs qui permettraient, sans que l'école ait besoin de complètement changer, d'associer les enseignants à des projets que nous pouvons faire, que nous pouvons discuter et mettre en œuvre. Et il me semble que l'avenir est plutôt dans cette mobilisation de ce que certains appellent la société civile, le village des Africains, dans l'éducation des enfants. Et pour vous révéler le secret d'un projet qui aura sa réalisation au mois de juin, je prévois un grand jeu dans la ville de Montpellier avec à peu près 400 ou 500 enfants où chaque classe va faire un parcours sur l'histoire de Montpellier pour réaliser que c'était pas si rose de vivre au Moyen-Âge ou au XVIIe siècle. Et tout ça se terminera sur l'esplanade où nous allons réédifier la colonne de la Liberté, malheureusement abattue par les Bourbons en 1814 et jamais relevée. Et nous danserons la Carmagnole. Et donc, au fond, et vous pourriez être surpris de voir les petits d'origine maghrébine renouer avec une histoire qui, comme je le dis, est la leur autant que la mienne, et finalement dire « Ah ben oui, c'est pas mal, parce que grâce à ça, aujourd'hui, je peux parler, je peux écrire, je peux regarder les choses que j'ai envie de voir. » Alors, pour l'exemple que vous donniez, c'est tout à fait l'apprentissage de l'éthique, sauf que dans ce cas-là, c'est pas l'hésitation entre deux biens, mais pratiquement entre un bien et un mal. Et donc, spontanément, je ne sais pas si on pousse les enfants à dire « Ah ben oui, on peut pas voler, parce que c'est pas bien de faire l'apologie du vol, eh ben tant pis, on va faire des prières pour la madame. » Moi, je suis plutôt pour l'éthique, c'est cela, le choix entre deux biens. Hein, par exemple, la fin de vie de quelqu'un, j'ai plusieurs solutions possibles et qui sont équivalentes moralement. Et donc, il faut que je choisisse et c'est ma responsabilité. C'est vrai que c'est difficile parce que l'école n'est pas préparée à cela. C'était tout simple de mettre sur le tableau « bien, mal acquis, ne profite jamais ». Point. Ça, c'est indiscutable. Mais l'hésitation entre deux biens, donc le débat moral ou en même temps citoyen, on n'y est pas tellement habitué. Et je crois que c'est ça qu'il faudrait essayer avec les mouvements d'éducation populaire de manière quelquefois plaisante, amusante, parce que le jeu doit aussi participer à l'éducation, structurer, je dirais, l'éducation et pas simplement l'instruction des jeunes. Merci, professeur. Et effectivement, je crois que le recours au partenariat, nous le prenons. Bon, avec l'armée, nous essayons de le faire aussi. J'étais hier à Nîmes avec
avec, avec les militaires qui s'occupent et les réservistes pour la journée du réserviste, nous avons présenté l'engagement dans la réserve aux élèves de première du lycée Philippe Lamour. Bon. Et c'est vrai que ce contact avec des gens engagés qui portent une autre parole, qui présentent des expériences, qui mettent en place aussi d'autres formules d'accès à la connaissance, c'est toujours extrêmement porteur. Et c'est vrai qu'on ne peut que encourager les professeurs à aller dans ce sens. L'obstacle que nous rencontrons, on le voit avec les militaires, et ce sera pareil avec tous les types d'associations, c'est effectivement la structure du temps scolaire et la complexité pour les enseignants de sortir de cette structure qui est quand même assez rigide, et que là, la réforme en place ne simplifie pas, puisqu'elle limite le temps scolaire des élèves. Et donc, il va falloir quand même à la fois beaucoup d'inventivité et beaucoup de souplesse aux chefs d'établissement pour permettre que vivent ces partenariats. Je vois qu'il y a une question. Merci, j'ai une grosse voix, mais avec le micro, ça va aller quand même. Merci, professeur. Je suis Monsieur Mestejano, je suis inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, donc la collègue aussi. J'ai été passionné, comme beaucoup, je crois, par votre intervention et surtout sur vos propos, où je me suis reconnu lorsque vous avez parlé de la justice et du juge, parce que je suis aussi assesseur auprès du juge des enfants au tribunal de grande instance de Montpellier. Mais en disant cela, c'est que tout simplement le thème de la justice m'interpelle et m'interroge. Est-ce que de votre point de vue, et c'est là ma question, cette thématique de la citoyenneté au civisme peut être raccrochée à la problématique de ce qui est juste et de ce qui est injuste? On s'aperçoit souvent dans les classes, dans les établissements, le principe pourrait être de dire que dans un établissement injuste, on ne peut rien faire. Souvent, les élèves, comme les parents d'élèves d'ailleurs, perçoivent les décisions de leur maître, de leur professeur, de l'établissement, de tout le monde, de la vie scolaire, sur des décisions justes ou injustes. Alors, est-ce qu'on peut raccrocher cette problématique de la citoyenneté au civisme à la problématique de ce qui est juste et de ce qui est injuste? Je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Je vais vous répondre par le détour, non pas d'une anecdote, mais de pratiques que j'ai développées depuis plusieurs années. Je prends des élèves de CM1, CM2, ou de 4e ou de 3e, dans des circuits particuliers, sur la laïcité, sur la citoyenneté, et je fais quelquefois, assez souvent, une halte d'une demi-journée ou d'une journée entière sur la justice. J'ai même inventé une initiation à la justice pour les élèves de 4e, et je suis un peu débordé par le nombre de collèges qui me sollicitent. Dans l'initiation à la justice, on a le matin, pendant 3 heures, dans leur collège, une initiation théorique pour apprendre le vocabulaire, pour comprendre ce qui se passe, et je passe un petit film. Et puis, l'après-midi de notre jour, quelquefois, nous avons une expérience pratique. C'est quoi? J'ai inventé un procès. En général, un vol de téléphone dans le collège, et puis qui dégénère, et puis il y a du recel, et puis il y a de la bagarre, et puis il y a des invectives sur les réseaux sociaux, et tout ça se retrouvera au tribunal. Et donc, il faut que chacun joue un rôle. Donc il y a les juges, il y a les procureurs, il y a les avocats, le greffier et l'huissier, il y a les voleurs, les receleurs, les parents des voleurs, le journaliste qui couvre l'affaire, et le propriétaire du magasin de téléphone. Au total, 25 personnes sont mobilisées. Et ils préparent le procès. Et nous allons à la Cour d'appel, et je remercie la Cour d'appel et son premier président de nous prêter chaque fois une salle
et je vais le faire bientôt, la semaine prochaine, et nous avons 3 heures pour faire un vrai procès. Et je suis tatillon sur le respect de la procédure. Pourquoi ? Parce que la procédure, c'est la première garantie. C'est que contrairement à ce qu'on voit à la télé, à la fin du procès, il n'y a pas un cheval blanc qui arrive avec un chevalier qui dit « voilà, j'ai la preuve que… » Non, non, ça, c'est pas possible. Et puis, la procédure française, il n'y a pas de marteau. Vous regardez trop la télé américaine, il n'y a pas de perruque. On ne dit pas « objection, votre honneur », qui est une formule monarchique. Et donc, on apprend à jouer les rôles. Et je peux vous dire que c'est fantastique. Parce que les gosses me disent après « mais monsieur, mais c'est pas facile de juger ». Et oui, donc ça légitime qu'il faut s'y préparer, qu'il faut savoir un minimum de choses, qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. Parce que le procureur qui dit n'importe quoi ou l'avocat qui plaide n'importe comment, il va faire perdre le procès à ses clients ou il va détourner le procès s'il est procureur. Et je peux vous dire que c'est qu'un début pour moi, hein, mais c'est quelque chose sur quoi l'enseignant pourrait s'appuyer pour ensuite dire, vous vous souvenez, parce que les gosses ont la mémoire là, vous vous souvenez quand on a fait le procès à la cour d'appel avec M. Miaille, il y avait ça qui s'était passé, puis ça, puis là vous vous étiez trompé, et puis là vous avez oublié telle ou telle chose. D'autant plus que les gosses, alors condamneraient aux galères. Hein. Pour la moindre chose, c'est Cayenne, pratiquement. Hein. Et je leur dis, mais attendez, c'est un primo-délinquant. C'est la première fois qu'il a volé un téléphone. C'est pas bien, il faut le sanctionner, mais on applique les textes que je leur donne, prévus par l'ordonnance de 45 sur les enfants. Alors il y a 10 possibilités, suivant l'âge, suivant qu'il a plus de 13 ans, moins de 13 ans, plus de 10 ans. Donc il faut tenir compte de ça. Puis les parents sont venus, ils ont dit qu'ils s'occupaient ou pas bien. Petite parenthèse, j'ai une vision des parents des enfants dramatique. Ils jouent ou des parents absents. Alors les parents disent « Ah ben non, on ne le voit pas, nous, vous comprenez, quand on rentre du travail, il est sorti, quand on s'en va, il re-rentre, ils ne sont pas là. » Ou « Ah ben on lui donne 100 € par mois, 100 € par mois. » Et pour, ah ben oui, on ne contrôle pas ce qu'il fait. Et donc, c'est une petite visée sociologique sur les récits par les enfants qui, moi, me laisse pantelant. En revanche, alors, il y a des couples de même sexe sans problème. On n'a pas un papa et une maman, ça fait rien, on prend 2 mamans. Ça ne les gêne pas du tout. Et donc, contrairement à l'hypothèse qu'il y a des cultures qui devraient résister, que la nature a prévu qu'on ne peut pas se marier en étant du même sexe. Alors là, ça ne les gêne pas du tout. Et puis toutes les roublardises, c'est-à-dire qu'évidemment, celui qui a recelé, il va falloir qu'il prouve qu'il n'était pas au courant. À quoi l'avocat lui dit, le procureur, mais attendez, on arrive ici avec une petite poche et de la poudre blanche. C'est quoi ? Vous le prenez ? Alors là, il commence à rougir. Vous comprenez ce que je vais vous dire ? Donc, vous ne prenez pas n'importe quoi. Et là, ce téléphone, vous n'êtes pas demandé d'où il venait ? Il manquait quelque chose ? Ah ben non, j'ai fait confiance. Autrement dit, si vous voulez, cette expérience très concrète, hein, sur laquelle j'insiste, permet de rendre accessible l'idée de justice et de ne pas en faire simplement une vertu morale. Parce que la vertu morale, c'est les juges, les avocats qui devront l'exprimer. C'est dans leur métier qu'ils devront être partisans de la vertu, si j'ose dire. Hein, un avocat, il ne plaide pas n'importe quoi. Un juge ne décide pas n'importe quoi. Un procureur non plus. Le journaliste, je pense à un journaliste, à vol de téléphone, vous voyez. Et à la fin, je dis, bon, alors le journaliste, qu'est-ce que vous allez écrire comme article qui va paraître dans Midi Libre ? Alors, vous avez, dites-moi le titre. Alors, le titre, c'est « Une bande de brigands écume toute notre cité ». Attendez, les gens, ils vont se barricader chez eux. Vous vous rendez compte que si vous dites ça sur ce petit procès pour un vol de téléphone, qu'est-ce que vous allez dire quand il y aura une agression plus grave ? Et donc, vous voyez comment on apprend de l'intérieur et de manière très concrète à se dire que les vertus du citoyen qui là doit être un bon juge ou un bon avocat ou un bon procureur, c'est des choses qui s'apprennent. Et je prends simplement un deuxième exemple qui n'est pas ici celui de rendre la justice, mais celui de délibérer. Et là, j'investis, alors suivant les cas, la salle du conseil municipal de Montpellier, ou ce qui est mieux, parce que c'est libre maintenant, la salle de l'hémicycle de la région, parce que c'est très chic et imposant. Et je les divise en plusieurs groupes. On a 1 million à dépenser et il y a 2 projets, ou un centre culturel ou un centre médical. À eux de plaider pour l'un ou pour l'autre. Et on voit comment il faut réfléchir. Oui, mais qui vous allez recevoir ? Est-ce que c'est payant ? Est-ce que c'est ouvert jour et nuit ? Est-ce que vous allez avoir des salles de repos ? Et qui vous allez recruter ? Combien vous payez ? Là, on a des surprises. Hein. Le médecin par rapport à l'infirmière.
Combien vous payez celui qui va passer des vidéos dans votre centre culturel? Et puis on voit que c'est dans le débat que se fait la décision. Et que celui qui, au moment du vote, va perdre, c'est qu'il n'avait pas bien défendu son projet. Et oui, vous n'avez pas répondu aux questions. Et vous vous rendez compte, votre projet, il n'était pas solide. Eh bien, dans la démocratie, c'est un objet plus solide et plus sérieux qui passe. Je peux vous dire qu'ils comprennent. Donc, c'est par ces moyens-là, en liaison ici avec une classe et un instituteur ou un professeur, qu'à mon avis peut passer une éducation à la citoyenneté qui est en même temps une éducation au civisme. C'est-à-dire, pour être véritablement citoyen, il faut avoir intégré l'idée de justice, l'idée de répartition égale des charges, de s'ouvrir à tous les publics, d'être compréhensif pour telle ou telle catégorie, etc. Voilà, je vous réponds de manière pratique. Ce qui rejoint une idée qu'on essaye de développer actuellement beaucoup, c'est que effectivement, on pose souvent beaucoup de questions aux élèves, pour lesquels ils répondent de manière assez, on va dire, dans leur académisme à eux, c'est-à-dire sans avoir réfléchi beaucoup. Mais on ne les invite trop peu à se poser des questions. Et à se poser des questions, et sur cette affaire justement de justice par rapport à toute décision, que ce soit dans le cadre d'un cours où l'on parle d'une décision politique qui a été prise ailleurs, ou que ce soit dans le cadre de l'établissement où on peut parler d'une décision qui a été prise de vie scolaire, il peut être extrêmement intéressant d'aider l'élève, de le mettre en position de poser des questions et de voir ce que lui pourrait répondre à ses propres questions et ce que ses camarades peuvent répondre. Et on s'aperçoit là qu'ils ont beaucoup, beaucoup de difficultés parce qu'ils ne sont pas du tout éduqués à cela et que c'est difficile. Et qu'évidemment, tout de suite, c'est difficile parce qu'ils se rendent compte que dire c'est pas juste, c'est pas juste, je suis victime, voilà, c'est beaucoup plus facile que de s'interroger pourquoi cette décision est prise à mon encontre, en quoi ce que j'ai fait pénalise les autres, voilà, etc. Bon, c'est beaucoup plus difficile et je crois que c'est un gros travail que nous avons à faire pour aller dans ce sens et pour éduquer nos élèves à finalement être responsables de ce qu'ils font et de ce qu'ils disent. Voilà. Moi, je rappelle toujours que le mot responsable, ça vient du latin respondere, c'est-à-dire je réponds. Quand je dis qui a fait ça, celui qui se lève et qui dit c'est moi, il a répondu, donc il s'est mis en situation de responsabilité. Donc être responsable, c'est pouvoir répondre d'une chose qui s'est passée et dont on est en partie l'auteur. Et ça, les enfants le comprennent vite. Tout à fait. Y a-t-il encore une question ? Louis Bottinelli, membre de l'IHEDN. Il y a un mot ce matin que je n'ai pas entendu, c'est la notion de discipline. Si pour nos armées, bien sûr, cette notion constitue une force incontestable et nécessaire, qu'en est-il pour le citoyen qui bondit dans la rue au moindre projet de loi, qui, à l'école, nécessite 10 minutes de prise en main par le professeur avant de commencer la moindre parole instructive? Existe-t-il en clair un citoyen discipliné ou peut-on être citoyen discipliné? Vous savez, celui qui, comme philosophe, à la fin du XXe siècle, le plus réfléchi sur ce qu'est une discipline, c'est Michel Foucault. Et Michel Foucault donne un sens particulier à discipline. Ce n'est pas un règlement qui est affiché et où on est puni si on a fait telle ou telle chose. La discipline, c'est la maîtrise de soi vis-à-vis d'un certain nombre de comportements et qui est apprise. Ce que faisaient d'ailleurs les jésuites dans les collèges. On apprenait à se discipliner, à s'auto-discipliner. Alors, je ne crois pas que l'on va pouvoir restaurer, comme dans une vision mythologique du passé, où c'était si bien, où les élèves se levaient quand l'inspecteur ou le professeur rentrait, où ils enlevaient la casquette. Bon, moi j'y suis sensible. Hein, et il y a des manières plus, quelquefois drôles, de mettre en place cette discipline. Je me souviens, j'étais en 6e en cours de latin, et un de mes condisciples était sorti pour satisfaire des besoins naturels. Bon. Et puis, croyant bien faire, il rentre dans la classe discrètement, il ouvre et il ferme la porte et puis il va se mettre à son pupitre. Et à ce moment-là, le professeur de latin, qui est un vieux monsieur, dit « Levez-vous tous, messieurs !» On n'était pratiquement que des garçons. Bon, un lycée tout à fait public. « Levez-vous, messieurs !» Donc on se lève
Tout le monde un peu effaré. Et il s'adresse aux jeunes, il dit « Ah ben excusez-moi, vous savez, pour rentrer sans frapper à la porte, il n'y a que le proviseur ou l'inspecteur d'académie qui peut le faire. J'ai cru que vous étiez l'inspecteur d'académie. » Tout le monde a ri et ça a été terminé. Autrement dit, on a tous compris que quand on rentrait, on frappait d'abord à la porte. Moi, je crois à la vertu de cette discipline souriante, mais pas du tout à des affichages un peu autoritaires dont les élèves vont chercher surtout à contourner l'obstacle. Et si la discipline, c'est d'abord une maîtrise de soi, il y a d'autres manières de l'obtenir que la manière un peu vociférante que j'ai vue ici et là dans un certain nombre d'établissements, parce que plus vous criez, plus vous élevez les décibels de la classe. Et j'en veux comme exemple, mon collègue le sait, à l'université, moi, j'ai toujours fait cours devant des grands amphis, j'ai eu jusqu'à 700 élèves dans le même amphi. Jamais je n'ai utilisé le micro. Là, je le fais par courtoisie, mais jamais. Et évidemment, dans les 3 premières secondes, il y en a toujours un qui dit « Ah, monsieur, on n'entend pas ». Je dis « Mais c'est curieux, moi je vous entends. Donc si vous écoutez, vous allez m'entendre ». Et c'était réglé. Je faisais toute l'année, sans qu'il y ait du bruit ni rien. Et ils étaient obligés, évidemment, d'écouter, sans que je sois obligé, ce que je voyais faire par certains collègues, des hurlements dans le micro, qui généraient, évidemment, un bruit de fond tout aussi désagréable. Donc, je crois à la possibilité, sans que ça soit la férule sur les doigts réunis, de faire comprendre que pour travailler ensemble, il faut s'écouter. On ne peut pas parler tous à la fois. Et avec les gosses, je le vois, moi, de CM2 ou de 4e, dit « Attendez, je ne peux pas lui répondre, vous n'écoutiez pas. » Ou « Vous avez écouté ce qu'il a dit ?»« Non. »« Ah ben c'est dommage, parce que vous n'allez pas comprendre ma réponse. » Et au bout de quelques fois, le pli est pris, je trouve. Et si on arrive un peu à captiver les enfants, leur montrant qu'on n'est pas là pour les brimer, qu'au fond, cette discipline acceptée, c'est la condition du vivre en commun, c'est plus facile qu'on ne croit. Alors, ceci dit, moi, je n'enseigne pas dans le 9-3. Ça, c'est sûr. Je ne suis pas avec des cas sociaux, c'est sûr. Mais enfin, toutes les classes ne sont pas des cas sociaux. Et il y a d'autres techniques avec des enfants en plus grande difficulté. Mais dans la moyenne, il me semble que vouloir revenir à la discipline, comme on disait, vouloir revenir à la morale, c'est croire que l'avenir se lit dans le rétroviseur. Je crois qu'on peut inventer des choses plus prospectives qui ont le même effet et qui n'ont pas cette espèce d'effet de fixation un peu autoritaire. Je vais prendre un dernier exemple. J'avais été convoqué par le conseil départemental de l'Hérault pour faire une intervention pour un rassemblement de gosses de 3e. Alors je peux vous dire que ça chahute. Bon. Et donc, il fallait que je conclue. Et avant que je conclue, il y avait un peu de brouhaha, et il y a un gosse qui, comme on dit, anime pour faire le cake, s'est mis devant et a fait une sorte de diatribe sur « on s'en fout, monsieur, de tout ce que vous avez dit, on s'en fiche de la République ». Enfin bon, et visiblement, comme c'était une contestation immédiate de ce que j'avais fait, les autres écoutaient en se disant « le professeur, il en prend pour son grade ». Et donc, j'ai accepté l'avalanche, je n'ai pas commencé à dire « non ». Bon, et quand il a eu fini, un petit silence s'est fait. Et j'avais 2 possibilités, qui auraient été de dire d'abord, vous êtes mal élevé, vous avez employé des mots grossiers, vous m'avez traité d'eux, mais qu'est-ce que vous êtes, jeune homme, mais qu'est-ce que vous avez fait comme étude, moi je vais vous dire ce que j'ai fait. Bon, ça ne marche pas. Et donc après la petite seconde de silence, je lui ai dit, monsieur, je suis très très intéressé par ce que vous venez de démontrer. C'est que vous voyez tout ce que vous venez de dire, on vous a écouté. Il y a des pays où vous n'auriez pas pu finir la phrase. Il y aurait eu une sorte de police parallèle qui serait venue vous chercher et vous seriez déjà en prison. Et bien, voyez, le charme de la République, c'est que vous avez le droit de parler. Applaudissements nourris dans la salle. Et ça s'est terminé comme ça. Autrement dit, la victoire ici, c'est pas de vous taper sur la tête et vous dire « Vous vous rendez pas compte de la liberté que vous avez ? Vous vous rendez compte, ça, il y en a qui paieraient de leur vie et qui malheureusement le font pour avoir cette liberté. » Alors, je vous ai laissé parler. Ça ne veut pas dire que vous avez raison. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord. Mais vous avez eu le droit de parler et ça, c'est précieux. Je crois que sur cette parole du professeur Miaille, que l'on remercie encore très chaleureusement, nous allons faire une petite pause.